Dans les traditions cachées de l'alchimie, les anciens maîtres n'essayaient pas simplement de transformer le plomb en or physique. Ils écrivaient en code, créant une carte symbolique pour la transformation de l'âme humaine. Leur ingrédient le plus crucial était quelque chose qu'ils appelaient la prima materia, la matière première. C'était l'état brut, chaotique, informe et apparemment sans valeur, à partir duquel toute création devait commencer. Elle était perçue comme sombre, désordonnée, déroutante et totalement non raffinée. Pourtant, ils détenaient un secret profond. Au sein de ce chaos primordial, au sein de ce désespoir plombé, résidait le potentiel caché de l'or pur. Le grand psychiatre suisse Carl Jung a reconnu cet art ancien comme une métaphore parfaite des processus les plus profonds de la psyché humaine. Il a compris qu'avant que toute transformation véritable et durable puisse se produire, nous devons d'abord être ramenés à notre propre prima materia. Nous devons faire face au chaos déroutant qui est en nous. Nous devons sentir, de toutes les fibres de notre être, que notre monde se dissout, que tout ce que nous connaissions autrefois s'effondre. Peut-être le ressentez-vous maintenant, brisé. L'identité soigneusement construite que vous appeliez « moi », les certitudes sur lesquelles vous avez bâti votre vie, l'histoire même que vous vous racontiez sur qui vous êtes, tout se dissout dans un état confus et informe. Jung n'aurait pas vu cela comme un échec ou une dépression. Il l'aurait reconnu comme un retour sacré et nécessaire. C'est la descente essentielle dans les ténèbres, avant que toute véritable ascension vers la lumière ne soit possible. C'est la dissolution sacrée qui doit précéder l'émergence d'un soi plus vrai, plus résilient et plus entier. Ce voyage profond a un nom. Jung l'appelait l'individuation. Ce n'est pas une solution rapide ou un programme d'aide personnelle, c'est le voyage d'une vie. C'est le processus courageux et souvent difficile de devenir l'individu que vous avez toujours été destiné à être, distinct des pressions collectives et de la programmation inconsciente qui vous ont façonné. Ce n'est pas un voyage d'addition, consistant à coller de nouveaux traits plus positifs. C'est un voyage de découverte, consistant à extraire l'or qui a toujours été caché dans la matière brute et chaotique de votre vie et de votre psyché. Le sentiment que votre vie s'effondre n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début de votre alchimie. Et ce grand œuvre, cette alchimie intérieure, a ses propres signes indubitables. Ces marqueurs silencieux mais puissants, que la transformation du plomb en or est déjà en cours en vous. Le premier signe, et le plus troublant, que ce profond travail intérieur a commencé est lorsque le sol même de votre réalité psychologique commence à trembler et à se fissurer. Vous commencez à remettre en question tout ce que vous considériez autrefois comme une vérité inébranlable. Ce n'est pas un doute intellectuel passager, c'est une perturbation profonde au niveau de l'âme qui ébranle les fondations de votre être. D'un point de vue jungien, c'est le moment précis où l'ego, le centre conscient de votre identité qui dit « je », commence à se heurter à ses propres limites. Pendant des années, peut-être pendant toute votre vie adulte, votre ego a servi de capitaine de votre navire. Il a été votre cartographe, votre navigateur, votre gestionnaire infatigable de la réalité consciente, traçant une route à travers la vie basée sur les normes culturelles, les attentes familiales, le raisonnement logique et les croyances apprises. Son travail principal est de créer de l'ordre, de maintenir le contrôle et de vous protéger du vaste océan inconnu de l'inconscient. Mais maintenant, vous vous retrouvez à la dérive dans un nouveau territoire étrange, où l'ancienne carte de confiance est totalement inutile. C'est le dilemme de l'arpenteur, vu à travers le prisme de la psyché. La confusion et l'anxiété intense que vous ressentez sont la panique primale de l'ego alors qu'il perd son emprise de fer sur un monde qu'il pensait avoir complètement compris. Le cheminement de carrière qui fournissait autrefois votre identité et votre sentiment de valeur ressemble maintenant à un costume creux et mal ajusté. Les relations qui définissaient autrefois votre sécurité semblent maintenant révéler leur contrat non écrit et inconscient, vous forçant à voir les dynamiques cachées en jeu. Les croyances religieuses ou politiques, qui vous donnaient autrefois un sentiment de confort et d'appartenance, ressemblent maintenant à des cages contraignantes, soulevant bien plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Jung enseignait que ce démantèlement fondamental n'est pas une punition ou un signe de faiblesse mentale. C'est une convocation d'une intelligence beaucoup plus profonde et plus sage en vous, le soi.
Le soi est le véritable centre et principe organisateur de toute votre psyché, consciente et inconsciente. Il représente la totalité de qui vous êtes. Le soi, dans son immense sagesse, sait que la petite carte bien ordonnée de l'ego ne peut plus contenir le territoire en expansion de la personne que vous devenez. L'ancien contenant psychique se fissure parce que le contenu, votre âme en évolution, grandit. Les questions qui commencent à vous hanter dans les heures calmes: est-ce tout ce qu'il y a? Qui suis-je vraiment sous tous ces rôles et ces attentes? Ne sont pas votre esprit qui vous fait défaut. Ce sont de puissants murmures de l'inconscient, des signaux du soi, qui percent les défenses bien entretenues de l'ego. C'est une invitation sacrée à commencer le travail courageux de dessiner une nouvelle carte, une carte qui reflète le paysage véritable, vaste et souvent paradoxal de toute votre âme, et pas seulement la petite parcelle de terre bien éclairée que l'ego a revendiquée comme sienne. Une fois que la carte de l'ego commence à se dissoudre dans l'insignifiance, les destinations vers lesquelles elle pointait si sûrement perdent également leur attrait magnétique. Cela inaugure le deuxième signe puissant. Votre boussole intérieure subit un renversement profond et souvent discordant, son aiguille s'éloignant du monde extérieur de la réussite et de l'accumulation, et se tournant lentement, mais sûrement, vers le monde intérieur du sens et du but. Jung a reconnu cela comme une transition critique et naturelle, qui se produit fréquemment dans la seconde moitié de la vie. Il a postulé que nos vies ont deux moitiés distinctes. La première moitié est largement consacrée aux tâches de l'ego: construire une identité stable, établir une carrière, trouver un partenaire, élever une famille et assurer notre place au sein du tissu social du monde. Notre énergie psychique, notre libido, est dirigée vers l'extérieur. La première moitié de la vie consiste à construire le navire. Nous passons des années à renforcer sa coque, à lever ses mâts et à le rendre suffisamment apte à la navigation pour relever les défis du monde extérieur. Mais une fois le navire construit, ou même s'il semble inachevé, une insatisfaction profonde et lancinante peut s'installer. C'est l'appel de l'âme à commencer la seconde moitié du voyage. C'est le moment où l'aiguille de votre boussole se tourne vers l'intérieur. L'accent n'est plus mis sur la qualité du navire, mais sur le but du voyage, les objectifs externes qui motivaient autrefois votre ambition, les promotions, les distinctions, la sécurité financière, le statut social, commencent à sembler étrangement vides. Ils sont comme des trophées gagnés dans un jeu auquel vous ne voulez plus jouer. Ce n'est pas un signe de dépression ou de perte de passion, bien que cela puisse le sembler. C'est l'émergence silencieuse et insistante d'un ensemble de valeurs plus authentiques et centrées sur l'âme. La force motrice n'est plus la question incessante de l'ego. Que puis-je obtenir du monde pour prouver ma valeur? Mais la question plus profonde et plus résonante du soi. Que me demande mon âme maintenant? Quel est le sens que je suis ici pour vivre? Vous commencez à aspirer non pas au succès, mais à la signification. Pas à l'admiration de la foule, mais à l'authenticité dans votre propre cœur. Pas au bruit d'une activité constante, mais à la sagesse profonde que l'on trouve dans l'immobilité. Cette réévaluation peut être profondément désorientante pour l'ego, qui a passé toute son existence à mesurer votre valeur selon des normes externes et collectives. Vous pouvez avoir l'impression de perdre votre direction, à la dérive sans ancre, mais en vérité, vous vous débarrassez d'une boussole qui était calibrée par les attentes des autres. Vous commencez, lentement et prudemment, à vous accorder à votre propre nord magnétique intérieur, l'attraction silencieuse, stable et inébranlable de votre centre le plus profond, le soi. C'est le début courageux d'une vie vécue, non pas au service de la survie de votre ego, mais au service sacré du déploiement de votre âme. Ce virage radical vers l'intérieur force une confrontation directe et souvent inconfortable avec l'identité que vous avez si soigneusement construite et présentée au monde. Cela nous amène au troisième signe, un sentiment de déconnexion silencieux mais profond avec la personne que vous étiez autrefois. Jung avait un terme spécifique et brillant pour ce soi extérieur: la persona. La persona, du nom des masques portés par les acteurs dans le théâtre grec antique, est l'ensemble des masques sociaux que nous portons tous pour naviguer efficacement dans le monde. C'est notre soi professionnel, notre soi de bon employé, notre soi de parent consciencieux, notre soi d'ami charmant. Ces masques ne sont pas intrinsèquement mauvais.
Ils sont un compromis nécessaire entre notre véritable nature individuelle et les exigences de la société. Ils nous permettent de fonctionner, de nous entendre et d'appartenir. Le grave danger, avertissait Jung, n'est pas d'avoir une persona, mais de trop s'identifier à elle. Le problème survient lorsque nous confondons complètement le masque avec notre visage réel. Lorsque cela se produit, nous perdons un contact vital avec notre soi plus profond et authentique, ce qui conduit à un sentiment envahissant de vide, de fraude et de désespoir silencieux. Le processus d'individuation, le voyage vers la plénitude, exige que nous regardions derrière la persona et que nous nous familiarisions à nouveau avec le véritable porteur du masque. C'est précisément pourquoi vous pouvez commencer à vous sentir comme un fantôme dans votre propre histoire de vie. Vous regardez de vieilles photographies et vous voyez une collection de masques que vous portiez autrefois avec une conviction absolue. Vous vous souvenez de la personne qui jouait ces rôles avec une telle sincérité. Mais le lien émotionnel profond a disparu. C'est comme regarder un personnage dans un film d'il y a longtemps. Un personnage que vous ne comprenez plus ou auquel vous ne vous identifiez plus. Cette expérience est l'acte sacré et souvent douloureux de se débarrasser de la persona. C'est une mort symbolique de l'ancienne identité limitée. Et comme toute mort, elle s'accompagne souvent de deuil. L'ego pleure la perte de ses rôles familiers, car il a bâti tout son sentiment de sécurité et de valeur sur eux. Mais sous la surface de ce deuil, il y a un sentiment naissant et exaltant de liberté. Les questions qui émergent maintenant sont des questions de libération. Qui suis-je sans ce titre de poste? Qui suis-je quand je ne joue pas le rôle de parent, de conjoint ou d'enfant? Qui suis-je quand personne ne regarde? Vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train d'être trouvé. L'inconfort que vous ressentez est le sentiment de vous tenir dans un espace liminal, un seuil sacré entre les identités. L'ancien masque a été retiré, mais le vrai visage en dessous ne vous a pas encore été pleinement révélé. En permettant à la persona de se dissoudre, non pas en la détruisant mais en la voyant pour ce qu'elle est, vous créez l'espace psychique nécessaire pour qu'un soi plus authentique et intégré émerge des profondeurs. Vous passez courageusement d'une vie de performance inconsciente à une vie de présence consciente. Dans le vaste espace silencieux laissé par l'effondrement des anciennes certitudes et la dissolution de la persona, une voix nouvelle et différente commence à se faire entendre. Elle ne parle pas dans le langage clair et linéaire de l'ego. Elle parle en sentiments, en symboles, en rêves, et en un sens profond et inébranlable de savoir qui défie toute explication logique. C'est le quatrième signe, un éveil et un approfondissement de la connexion avec votre intuition, que Jung considérait comme un pont vital et non rationnel vers la vaste sagesse inexploitée de l'esprit inconscient. Pendant la majeure partie de notre vie, l'ego règne en maître, s'appuyant sur la logique, la raison et les preuves tangibles et sensorielles. Mais l'inconscient, qui contient tout ce dont nous ne sommes pas conscients actuellement, parle un langage beaucoup plus ancien et plus symbolique. Alors que vous commencez ce voyage vers l'intérieur, vous apprenez lentement mais sûrement à écouter cette ancienne langue maternelle de la psyché. Vous apprenez à naviguer non seulement grâce aux lumières vacillantes de l'esprit conscient, mais aussi grâce à la lumière éternelle des étoiles de l'inconscient. Cet éveil intuitif s'intensifie souvent pendant les périodes de bouleversement, précisément parce que les méthodes habituelles de contrôle et d'analyse de l'ego échouent. Lorsque la logique ne fournit pas de réponse claire et que vos plans quinquennaux tombent en poussière, vous êtes forcé de vous abandonner à un type d'intelligence différent et plus holistique. Vous vous sentez inexplicablement attiré par un certain livre, un lieu oublié ou une nouvelle personne pour des raisons que vous ne pouvez pas articuler. Vous prenez une décision qui change votre vie et qui défie toute logique sur le papier, mais elle vous semble profondément et résonnamment juste dans vos os. C'est votre psyché qui communique directement avec vous, vous guidant vers la plénitude. Jung croyait que l'inconscient n'est pas seulement un sous-sol sombre pour les souvenirs refoulés et les pulsions primitives, mais aussi une source illimitée de sagesse créative, curative et directrice. Il est lié à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, un réservoir psychique partagé et hérité de l'expérience humaine, des instincts et des schémas archétypaux qui est commun à toute l'humanité. En honorant votre intuition, vous ouvrez un canal vers cette immense intelligence transpersonnelle.
Vous commencez également à remarquer une augmentation des synchronicités, ces coïncidences significatives, où le monde intérieur de vos pensées et de vos sentiments s'aligne parfaitement avec un événement dans le monde extérieur. Jung ne considérait pas cela comme de la magie aléatoire, mais comme une preuve puissante du travail du soi, qui organise la réalité de manière à attirer votre attention et à confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Il ne s'agit pas d'abandonner la raison, mais de créer un dialogue entre le conscient et l'inconscient, d'intégrer votre esprit logique à une manière de savoir plus profonde et plus profonde. Cette connexion croissante avec votre vaste monde intérieur allume un désir puissant et indéniable de l'explorer davantage, de comprendre son paysage et de vivre en accord avec sa sagesse. Cela donne naissance au 5e signe, une soif profonde, inextinguible et sacrée de transformation et de connaissance de soi. Cela marque votre passage d'un passager passif dans votre propre vie à un participant conscient et volontaire dans votre propre individuation. La croissance personnelle n'est plus un passe-temps occasionnel ou une tendance superficielle d'aide personnelle. Elle devient une dévotion vitale et centrale. Vous ne souhaitez plus simplement être diverti ou distrait de votre vie intérieure. Vous souhaitez être élargi par elle. Cependant, Jung offrirait ici une distinction cruciale et stimulante. La croissance psychologique véritable et profonde ne consiste pas à devenir une version meilleure, plus brillante, plus positive et socialement acceptable de vous-même. C'est l'objectif superficiel de l'ego. L'objectif profond du soi n'est pas la perfection, mais la plénitude. Et la plénitude, par sa définition même, exige l'intégration courageuse de l'ombre. L'ombre est la partie de notre psyché que l'ego juge inacceptable et a donc rejetée. C'est le dépôt de tout ce que nous avons refoulé et nié de nous-mêmes parce qu'on nous a appris que c'était mauvais ou faux. Elle se forme dans l'enfance lorsque nous apprenons que certaines parties naturelles de nous, notre colère, notre vulnérabilité, notre créativité sauvage, notre tristesse, notre ambition, sont inacceptables pour notre famille, notre école ou notre société. Nous repoussons ces parties vitales de nous-mêmes dans l'obscurité de l'inconscient pour assurer notre survie et notre appartenance. Mais l'ombre ne disparaît pas. Une ombre non reconnue dirige nos vies en coulisses. Elle est projetée sur d'autres personnes, ce qui conduit au blâme, au jugement et à la haine, où elle surgit de l'intérieur, sabotant nos meilleures intentions et nos relations. Cette soif de croissance vous conduit donc inévitablement et nécessairement à une rencontre directe avec votre propre ombre. Vous commencez à poser les questions difficiles et révélatrices. Quelle partie de moi-même ai-je constamment niée? Quelle vérité inconfortable suis-je en train d'éviter? Quel schéma d'auto-sabotage suis-je en train de répéter inconsciemment? Il ne s'agit pas de vous faire honte, mais de vous libérer. Car, comme Jung l'a dit, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Les vérités inconfortables que vous découvrez, les émotions difficiles que vous vous autorisez enfin à ressentir, ne sont pas des signes que vous êtes brisé. Ce sont des signes que vous êtes enfin en train de devenir entier. Le véritable travail de l'alchimie ne consiste pas à éviter le plomb, mais à s'y engager courageusement, à appliquer la chaleur de la conscience et à découvrir l'or caché dans l'ombre, la force réprimée dans votre colère, la créativité profonde dans votre chaos, la sagesse profonde dans votre tristesse. C'est le cœur du grand œuvre. Lorsque vous commencez ce travail courageux de rendre votre propre obscurité consciente, vous ne pouvez plus tolérer de vivre dans un monde extérieur qui exige que vous restiez inconscient. Votre nouvelle honnêteté intérieure commence à exiger une honnêteté extérieure. C'est le 6e signe, une envie irrésistible et non négociable de se libérer des relations toxiques et des dynamiques contraignantes, qui sont construites sur une base de projections inconscientes. Jung a enseigné que beaucoup de nos relations les plus intenses et les plus difficiles sont alimentées par le puissant mécanisme psychologique de la projection. La projection est un mécanisme de défense inconscient, où nous attribuons nos propres qualités non reconnues et inacceptables, notre ombre, à d'autres personnes. C'est la façon dont l'ego dit « Je ne suis pas en colère, c'est toi qui es en colère. Je ne suis pas faible et impuissant. Ce sont eux qui ont besoin d'être sauvés. » Une relation toxique est souvent un théâtre de collusion où deux personnes acceptent inconsciemment de porter les parties d'ombre désavouées de l'autre.
Au fur et à mesure que vous devenez plus conscient grâce à votre propre travail intérieur, vous commencez à voir ces projections avec une clarté surprenante. Les ficelles invisibles qui manipulaient les marionnettes de la relation deviennent visibles. Vous réalisez soudain que la personne que vous ne pouviez pas supporter ne faisait que refléter une qualité que vous ne pouviez pas accepter en vous-même. Vous voyez que la personne que vous essayiez constamment de réparer portait une projection de votre propre impuissance non reconnue. Cette clarté est une force puissante, perturbatrice et libératrice. Vous n'êtes plus disposé à être un écran vierge pour le matériel d'ombre inconscient de quelqu'un d'autre, et vous ne pouvez pas non plus en toute conscience continuer à projeter le vôtre sur lui. C'est le début de la véritable maturité psychologique. Vous commencez le travail difficile mais essentiel de retirer vos projections, de reprendre possession de votre propre ombre et d'assumer la responsabilité de votre propre monde intérieur. C'est l'acte de créer des limites psychiques fermes et saines. L'envie de créer une distance ou de mettre fin à certaines relations n'est pas un acte de cruauté ou de rejet. C'est un acte de profond respect de soi et de nécessité psychologique. Vous n'êtes plus une correspondance énergétique pour les dynamiques construites sur l'illusion et l'inconscience. Lâcher prise est douloureux, car ces enchevêtrements d'ombre ressemblent souvent à des liens profonds et incassables. Mais le deuil est sacré. C'est le deuil de la récupération de votre propre âme des mains des autres. Et dans l'espace propre et ouvert qui est créé, vous commencez à attirer des connexions basées non pas sur des blessures mutuelles et des illusions partagées, mais sur une conscience mutuelle, le respect et un engagement partagé envers l'authenticité. Cette grande purification de vos mondes intérieurs et extérieurs, ce processus alchimique de purification, culmine dans le signe final, le plus serein de tous, un détachement profond et paisible de tout ce qui n'est pas essentiel au voyage continu de votre âme. C'est l'ascension de l'aéronaute, vue des hauteurs majestueuses d'une conscience intégrée. Ayant courageusement remis en question votre réalité, réorienté votre boussole intérieure vers le sens, rejeté la persona limitative, appris à faire confiance à votre intuition, commencé le travail de toute une vie d'intégration de votre ombre et récupéré vos projections, vous expérimentez un changement fondamental dans votre centre de gravité psychique. Vous ne vous identifiez plus principalement au drame fugace, anxieux et souvent mesquin de votre ego. Au lieu de cela, vous commencez à ancrer votre sens de soi dans le centre intemporel, inébranlable et spacieux du soi. De ce nouveau point de vue élevé, les choses qui vous causaient autrefois une immense anxiété et une grande détresse, l'opinion des autres, la peur désespérée de l'échec, le besoin obsessionnel de contrôle, commencent à perdre leur pouvoir tyrannique sur vous. Vous les voyez clairement pour ce qu'elles sont, les préoccupations légitimes mais limitées de l'ego, et non les préoccupations ultimes de l'âme. Ce détachement profond n'est pas une indifférence froide et apathique, c'est une paix chaleureuse, spacieuse et compatissante. C'est la confiance tranquille et inébranlable de l'aéronaute qui, après avoir enfin relâché les lourds sacs de sable des anciens attachements, des ressentiments et des fausses identités, peut maintenant s'élever gracieusement au-dessus du paysage chaotique et voir tout le beau et complexe schéma de la vie depuis un lieu de clarté et de sagesse. Vous êtes pleinement dans le monde, mais vous n'êtes plus entièrement consumé par lui. Vous pouvez relever les défis de la vie et célébrer ses joies avec une nouvelle profondeur de présence, mais vous n'êtes plus complètement emporté par les tempêtes inévitables, car une partie essentielle de vous reste enracinée dans l'océan profond et calme du soi, bien en dessous des vagues de surface turbulentes. C'est la liberté tranquille et authentique que le voyage d'individuation apporte. Il ne s'agit pas d'échapper à la condition humaine, mais d'y participer plus pleinement, plus consciemment et plus affectueusement, à partir d'un lieu de plénitude et d'autorité intérieure inébranlable. Et ainsi, vous vous retrouvez, non pas brisé au-delà de toute réparation, mais consciemment réassemblé. Le chaos n'était pas une catastrophe, c'était le travail sacré et transformateur de l'alchimiste intérieur, le soi, vous brisant en vos éléments essentiels, afin de créer quelque chose de bien plus précieux, durable et vrai. Les fissures dans votre être sont toujours là, mais elles ne sont plus des sources de honte. Elles sont maintenant illuminées, remplies de l'or brillant de la conscience. Elles racontent l'histoire héroïque de votre voyage, votre courage de remettre en question,
votre volonté de descendre dans l'obscurité et votre retour patient à la lumière, portant avec vous les trésors récupérés de votre propre inconscient. C'est le sens profond du kintsugi, et c'est le cœur vivant de l'individuation. Le but n'a jamais été de devenir un vase parfait, sans défaut et intact. Le but a toujours été de devenir un vase entier, suffisamment fort et spacieux pour contenir la totalité vaste, paradoxale et magnifique de votre propre âme. Les signes qui vous ont guidé jusqu'à ce moment sont les marqueurs sacrés de la plus grande œuvre d'art de votre âme. Le monde n'a pas besoin d'une autre performance parfaite, d'un autre masque sans défaut. Il a besoin de votre présence authentique, intégrée et aux coutures dorées. Faites confiance au processus alchimique. Faites confiance au grand artiste intérieur. Vous ne vous effondrez pas. Vous êtes, enfin, en train de devenir entier.